Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le réseau synchronisé de l'Office de radio et télévision du Mali pour ce bouquet final de l'émission Mali Kourata Sira, saison 2. Démarrée en effet en décembre dernier, elle a donné la parole à l'ensemble des membres du gouvernement pour des explications sur l'action gouvernementale dans leurs domaines respectifs. Ce soir, place à la journée d'information avec le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, une émission qui sera conduite autour de triptyque des 3D, à savoir défense, diplomatie et développement, les 3D des orientations données par le président de la transition, chef de l'État. Les 3D auxquels nous ajouterons pour cette émission les réformes qui constituent un axe majeur du programme de travail gouvernemental. Le but étant bien évidemment de mieux vous édifier, chers téléspectateurs, sur les actions, mais aussi sur la vision. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette journée d'information et nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Merci Avec bien. moi pour vous poser des questions ce soir, Sira Batili, journaliste à l'ORTM, chef de la section enquête et débat à la télévision nationale. Bonsoir Sira. Bonsoir Yaya. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Ousmane Mohamed Touré, directeur de publication du journal Le Point avec G à la fin. Bonsoir Ousmane. Bonsoir confrère. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre, avant de nous engager donc dans cette approche des 3D plus réformes, nous avons souhaité vous poser un certain nombre de questions qui sont à nos yeux d'une actualité vraiment brûlante. La première est relative à votre personne, à votre santé. Beaucoup de choses ont été dites ces derniers temps. Alors, question simple, comment vous portez-vous, Monsieur le Premier ministre? Merci bien. Je voudrais d'abord commencer par saluer l'ensemble des téléspectateurs de l'ORTM et tous les médias et de tous les médias maliens. Répondant à votre question, je voudrais dire clairement que je me porte bien aujourd'hui. Vous savez, la santé d'un homme, c'est très aléatoire, ça dépend des circonstances. Souvent, l'excès de travail. Vous savez, dans ma vie, moi, je n'ai pas compté avec ma santé. Souvent, quand il y a du travail, il n'y a rien d'autre. Ni le repos, ni la nourriture. L'organisme paye à l'âge avancé. C'est pourquoi je demande aux uns et aux autres, il ne faut jamais sacrifier votre heure de sommeil. Et donc la première fois, c'était effectivement ça. Mais la deuxième fois, ce n'est pas relatif à la première maladie. C'était une autre forme de fatigue. J'ai été un peu indiscipliné avec les médecins. Mais aujourd'hui, tout se passe très bien. Et je me porte à merveille. C'est pourquoi je suis très heureux d'être à côté des ministres qui se battent et qui font que l'action du gouvernement réussit. Parce qu'en fait, moi je mets en musique sous l'autorité du président, mais le gros du travail, c'est eux qui le font. On va parler un peu du contexte avant d'évoluer sur les autres questions d'actualité, on va dire. Question de Sira Batili sur le contexte de la transition rectifiée. Les Maliens ne sont pas au même niveau d'information. Le contexte de la transition malienne est particulier, on peut le dire ainsi. D'où nous venons et où est-ce que nous partons, Monsieur le Premier ministre? Cette question vient à point nommé parce que vous savez, dans le brouhaha politique actuel et de l'opinion publique, souvent on oublie de se poser ces bonnes questions. Parce qu'un homme, c'est toujours important de savoir d'où vous venez, où est-ce que vous êtes, et où est-ce que vous voulez aller. Si on ne se pose pas ces trois questions, généralement, on est à la merci de ceux qui veulent vous amener là où ils veulent. Il faut croire à un idéal. Et je suis convaincu encore qu'au Mali, ma chance personnellement, et je pense pour tous les Maliens, c'est le fait que deux personnes se sont croisées le 7 juin 2021. Je fais ce développement pour que vous compreniez. Vous savez, le 7 janvier 2022, à 2 jours, à 1 jour pratiquement de l'embargo, dont l'objectif c'était de faire tomber le régime, j'avais présenté les VO du gouvernement au président de la République. Et là-bas, j'ai fait une digression. Je vous lis quelques parties pour que vous compreniez avant de répondre à votre question. Je disais le 7 janvier 2022, Monsieur le Président de la Transition, à ce stade, permettez-moi une digression.
En effet, pendant 40 ans de ma vie politique active intense, j'ai toujours cherché, obstinément, j'ai prié Dieu le Tout-Puissant tous les jours, parfois même dans les rêves, d'une rencontre avec un ou des patriotes avec qui nous pourrons cheminer ensemble un moment pour réaliser de grandes choses pour le Mali, mon pays qui nous a tout donné. Fils de paysan, pendant près d'une décennie, marchant à pied tous les jours, plus de 20 km aller-retour pour pouvoir fréquenter assidûment l'école de la République, parfois sans avoir de quoi se nourrir quand les cantines scolaires étaient aprisionnées. Ce rêve de plus de 40 ans, Monsieur le Président, s'est réalisé en partie le 7 juin 2021, lorsque vous m'avez gratifié de votre confiance en me nommant Premier ministre chef du gouvernement. Ce jour-là, Monsieur le Président, en sortant de votre bureau, je sentais tout le poids de la charge que vous venez de poser sur mes épaules. Ce jour-là, Monsieur le Président, je voyais défiler sous mes yeux, comme dans un film, les images de ces milliers de fils de paysans et d'éleveurs, de pêcheurs, de petits commerçants, qui ne pouvaient plus aller à l'école, comme il y a de cela 60 ans, ne peuvent plus aller cultiver leurs champs, ne peuvent plus aller paître leurs animaux, ne peuvent plus aller à la pêche, ne peuvent plus aller dans les foires pour échanger leurs produits. Ce jour-là, Monsieur le Président, je voyais défiler comme dans un film de cauchemar, sous mes yeux, les images des vaillants soldats de notre armée, certains dans la fleur de l'âge, tombés trop tôt sur le champ de l'honneur, parfois enterrés dans des fosses communes, sans sépulture digne de leur sacrifice. Je pensais avec douleur et une compassion infinie à leurs enfants devenus trop tôt orphelins, leurs épouses devenues trop tôt veuves, éplorées et inconsolables, à leurs parents et amis trop tôt endeuillés et dans la douleur. Je voyais bien entendu les images de ces milliers de Maliennes et de Maliens de l'intérieur de la diaspora qui ont battu le pavé des mois durant, bravant le soleil, la pluie, les agressions physiques et pour certains aller jusqu'au sacrifice ultime en donnant leur vie pour que naisse un nouveau Mali, le Mali Koura. Je pensais aussi et surtout à la place du Mali dans le concert des nations africaines, jadis respecté et craint, devenu depuis quelques années le grand malade de l'Afrique de l'Ouest. Ce jour-là, Monsieur le Président, je me suis engagé en faisant le serment pour moi-même et en me disant et en priant le grand, le Tout-Puissant, Dieu, de ne pas vous décevoir, de mériter chaque jour votre confiance, de ne pas décevoir les Maliens qui par millions ont fondé leur espoir sur l'entente du couple, j'allais dire le duo président et premier ministre de la transition, pour faire aboutir leurs aspirations de redressement du pays. Monsieur le Président, l'équipe gouvernementale que j'ai formée sous votre autorité s'est depuis engagée dans une véritable course contre la montre pour faire face aux multiples et variables défis et difficultés qui assaillent notre peuple meurtri depuis des années, des souffrances et d'humiliations de toute nature. Notre transition est venue de très loin, même si souvent on la situe au 24 mai 2021 et au 7 juin 2021. Mais en réalité, c'est une transition qui résulte d'une volonté des Maliens. Certains l'ont manifesté ouvertement, d'autres par scrupule ne se sont pas manifestés, d'autres pour les problèmes d'âge n'ont pas voulu être dans des manifestations. Mais c'est les Maliens d'une façon générale qui se sont organisés des années durant. Ce n'est pas la peine de parler des écrits. Juste avant le déclenchement des mouvements, beaucoup se rappellent de cet article, l'heure du refus d'obéissance a sonné. C'était
le 30 mai 2020. En 2020, nous avions un pays qui était occupé à 80% par les terroristes. Nous avions 50 000 forces étrangères sur nos territoires qui étaient censées venir combattre le terrorisme qui était au départ confiné au nord du Mali, mais qui s'est étendu sur l'ensemble du territoire. Nous avions la majorité des Maliens qui avaient perdu confiance en soi. Et la confiance, c'est la force principale des hommes, parce qu'ils ne savaient pas de quoi l'avenir serait fait. Et il y avait d'autres qui nous avaient prédit un avenir incertain, c'est-à-dire que dans 10, 15, 20 ans, les Maliens allaient constater le réveil brutal avec un pays désintégré où certains pays maliens vont s'accrocher au train d'atterrissage des avions comme dans d'autres pays et quitter le Mali. C'est tout cela qui a fait que la gestion du pays, la façon dont la justice est exercée, les élections, les Maliens avaient le sentiment que les élections étaient devenues une formalité, juste une course d'estafette, une équipe vient, il passe la main à l'autre, mais le fond ne changeait pas. C'est l'ensemble de ces facteurs agrégés qui ont fait qu'il y a une prise de conscience au niveau national qui a abouti à un mouvement général. Ce mouvement, certains l'ont conduit, ils l'ont amené, appelé le M5 RFP, mais en réalité, c'est une volonté des Maliens. Cette volonté qui s'est manifestée a eu un début de réponse le 18 août 2020. Donc, de façon visible, les Maliens ont commencé à être dans la rue à partir du 5 juin 2020. Le 18 août, les forces armées de sécurité, regroupées au sein du CNSP, ont mis un point d'arrêt à tout ce processus de dérive. Et on est parti donc pour la transition. Nous avons fait 9 mois, les Maliens n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et il y a eu la rectification de la trajectoire de la transition et l'investiture du président de la transition par la Cour suprême au nom du peuple malien le 7 juin 2021. Et le même jour, il a nommé un premier chef du gouvernement. Et lorsque l'équipe s'est installée, il y a une doctrine qui est à la base. Vous savez, un grand penseur dit que la pratique sans la théorie est aveugle et la théorie sans la pratique, ça ne va nulle part. Il a fallu combiner la vision politique du peuple malien et c'est ce qui a été tenté depuis le 7 juin 2021. Le président l'a dit d'ailleurs récemment, quelques jours après, on l'aurait appelé de l'extérieur pour lui proposer la désignation d'un président, d'un premier ministre, d'un président de l'Assemblée nationale. Celui du Niger, vous l'avez entendu, quand il y avait la crise, quand un pays européen voulait intervenir chez eux, il y a un autre qui l'a appelé pour lui dire non, le Niger, ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. Bon, c'est cette situation-là que nous avons décidé de briser une bonne fois pour toutes. Il fallait que ça commence par un pays, ça a commencé par le Mali. Là où on veut aller, ces différents points dont je vous ai parlé, ces différentes questions qui intriguaient les Maliens, l'espoir que les Maliens avaient perdu. Il fallait d'abord restaurer l'espoir, restaurer la confiance. J'ai toujours dit qu'un peuple, un homme, quand il a confiance en lui, rien ne lui est impossible. Il fallait d'abord que les Maliens aient confiance en eux-mêmes. En quoi faisant? En édictant les principaux problèmes à résoudre. Le premier, vous vous rappelez très bien, tout le monde parlait de la sécurité. Deuxièmement, tout le monde parlait de la lutte contre la corruption et l'impunité. La nécessité de faire de grandes réformes dans le pays, sur lesquelles nous reviendrons. Ensuite, il y avait la nécessité de créer une ambiance propre à sécuriser nos militaires qui se battaient. Donc, la conclusion d'un pacte social de solidarité et de développement. Donc, voici les principales préoccupations des Maliens. Où est-ce qu'on va maintenant? Pour répondre à votre question, nous partons vers des lendemains meilleurs. Le 4 juin 2021,
Vous vous rappelez, j'avais dit aux Maliens, dans un meeting tenu à la place de l'indépendance, qu'il faut que les Maliens, les amis du Mali, acceptent que nous regardons vers de nouveaux horizons. Mais que quand nous allons entamer cette voie, que les Maliens se disent que c'est une voie qui va être très difficile. Nous allons rencontrer des puissants vents contraires. Nous allons rencontrer des cercles de feu dans lesquels il faut prendre le courage de se tenir la main dans la main et foncer. Certains vont tomber. Il faut les tenir pour qu'on aille vers de nouveaux rivages. Et le président de la transition, dès le début, il a fixé le cap. C'est l'architecte. C'est lui qui fixe quel type de maison vous voulez. Il nomme un Premier ministre, en tout cas la conscience qu'il a du rôle du Premier ministre, c'est de faire l'ingénieur en chef. Organiser tout avec ses ministres qui sont vraiment ses chefs de chantier, qui suivent tout petit à petit. Chacun brique par brique, et puis les ouvriers, ça c'est les travailleurs, pour qu'à la fin on puisse présenter ce texte-là au peuple. Voilà là où nous voulons aller. Le désespoir est fini maintenant. Les Maliens ont confiance en eux-mêmes. Impossible n'est plus malien. Impossible n'est plus malien. Donc on va continuer avec ces questions d'actualité. Une question de Mohamed Ousmane. Oui, Monsieur le Premier ministre. Beaucoup de supputations, de rumeurs, et parfois même de déclarations, des réformes énoncées ou même annoncées, des affaires en justice et concernant l'électricité. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, in situ, sur place, qu'est-ce qui est possible pour ne pas amortir la résilience des Maliens? 2, l'électricité est-elle redevenue un luxe pour les Maliens? La crise énergétique fait partie des grands problèmes que les Mali avaient. La première fois où les ministres devaient aller à la télévision, voici ce que je leur ai dit, devant tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président. J'ai dit, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose, il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique, c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. J'ai dit au ministre, j'ai dit au président. La deuxième fois aussi, quand le ministre devait aller, c'est la même chose. Cette question d'électricité, dès le début, chaque semaine, moi, j'en parlais avec le président. Jusqu'à la veille de mon départ sur le Niger. Le président m'a dit qu'en plus, ou après les questions de sécurité, c'est une question qui le préoccupe. Faisons confiance au président. Il a démontré plus d'une fois, en restituant au Mali, avec tous les militaires, les chefs militaires, le ministre de la Défense, les hommes sur le terrain, son honneur et sa dignité. Et c'est pourquoi depuis ce jour, malgré les souffrances des Maliens auxquelles on est sensible, je continue à espérer. Et je suis persuadé que dans un avenir qui ne sera pas lointain, le président va relever ce défi aussi. Donc la réponse est la même, faisons confiance au président. Le président, faisons-lui confiance. Et je suis sûr que ça ne va pas durer. J'aimerais savoir tout de même, est-ce qu'il y a des mesures urgentes qui sont prises déjà au niveau du gouvernement? Vous savez, les mesures, si je rentre là-dedans, le premier, quand je partais au Niger après notre entretien, on a eu 200 camions qui ont quitté là-bas. Et récemment, le ministre de l'Énergie a été au Niger. Plus d'autres actions. Vous savez, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ce que le président est en train de faire. Moi, je fais entièrement confiance que ce défi, le président va le relever, comme on a relevé celui de Kidal. Dans quelques temps, on ne parlera plus de cette affaire d'énergie au Mali. C'est ça notre espoir. Et je crois à ça. Nous l'espérons bien. Alors, parlons du dialogue intermalien qui est d'actualité aussi. Les Maliens ont décidé de laver le linge sale en famille. Il est perçu comme une chance de se retrouver, de se projeter. Est-ce qu'il peut panser toutes les plaies et permettre d'aller à l'essentiel pour les Maliens? Vous savez, quand on a pris Kidal, la question suivante, qu'est-ce qu'on fait? Au moment où la maison brûlait, où les Maliens avaient perdu confiance, c'est comme quand une maison prend du feu. Tous les enfants sont là,
Mais s'ils se mettent à demander, mais qui a mis le feu? Et la maison va finir de se consumer. Nous avons décidé, sous la très haute conduite, ce n'est pas flatteur, c'est vraiment une conduite ultra stratégique et historique du président de la transition, des chefs militaires, de prendre d'abord Kidal, d'aller à l'affrontement direct et gagner contre les ennemis du Mali. Mais lorsqu'on a gagné, il faut apprendre à être réaliste. La paix, là, on ne construit pas avec une minorité de Maliens. La paix, c'est tous les Maliens. La guerre peut être gagnée par un millier d'hommes déterminés. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans les armées, vous voyez toujours, ils font des corps d'élite, des commandos parachutistes, je ne sais pas comment on les appelle ailleurs. Mais en fait, c'est pour des opérations coup de poing spéciales. Mais ça ne peut pas résoudre le problème de l'armée. Donc, lorsque Kidal a été pris, le président a compris que pour rester dans le cours de l'histoire, il faut appeler tous les fils du pays cette fois-ci.